Bonjour à tous, bonjour Elie Cohen. Bonjour. Les Anglais ont décidé de quitter l'Europe, c'est le Brexit. Est-ce que ça peut avoir des conséquences financières aussi graves que celles de 2008, quand Lehman Brothers, par exemple, avait fait faillite? Non, je ne crois pas qu'on puisse avoir des effets comparables à 2008, parce que 2008, ça a été la découverte, en fait, pour la première fois, des effets de la globalisation financière et du caractère toxique d'un certain nombre de produits financiers qui étaient mal régulés, mal appréhendés et qui ont eu des effets de déstabilisation sur la finance mondiale, et non seulement sur la finance mondiale, mais sur l'économie mondiale. Il faut bien voir que la chute de l'activité économique mondiale après la crise de 2007-2008 n'avait qu'un précédent, c'est la crise de 29. On n'aura pas un choc de même ampleur ici, même si on va avoir des effets sur les marchés d'échange, sur les marchés financiers, oui, absolument. Marché d'échange, marché financier et économie réelle, parce qu'il faut bien voir que la sortie britannique de l'Union européenne aura un impact sur l'économie réelle, à la fois au Royaume-Uni et dans l'ensemble européen. Ça veut dire que la croissance, par exemple, qui repartait, pourrait retomber? Oui, on aura un impact sur la croissance. Alors, tout dépend des modalités de la sortie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver un accommodement pour que le Royaume-Uni fasse toujours partie du marché unique? Alors, il y a différents scénarios qu'on appelle le scénario norvégien ou le scénario suisse. Est-ce qu'il va y avoir une vraie sortie? C'est ce qu'on appelle le scénario canadien, avec une négociation selon les règles de l'OMC. Ce sont les modalités de la sortie qui vont déterminer l'impact économique. Juste une illustration, il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est le premier solde bilatéral de la France en matière de commerce extérieur. Vous savez qu'on est déficitaire avec la plupart des pays dans le monde. L'un des rares pays avec lequel on est excédentaire, c'est le Royaume-Uni. Et ça va avoir un impact sur un certain nombre de secteurs économiques. Le Royaume-Uni, c'est le destinataire de nos meilleures exportations en matière de boissons et de spiritueux. C'est là qu'on fait nos meilleurs excédents. À l'inverse, le Royaume-Uni exporte des automobiles et donc il ne pourra pas les exporter de la même manière si le marché européen se ferme. Donc oui, il y aura un impact sur la croissance et au Royaume-Uni et en France. Il y aura un impact plus fort en Grande-Bretagne ou dans le reste de l'Europe? D'abord en Grande-Bretagne, bien entendu. Pour la Grande-Bretagne, il va y avoir un changement absolument fondamental. Depuis 20 ans, le Royaume-Uni se spécialise de plus en plus dans ce qu'on appelle l'industrie financière. La place de Londres est devenue progressivement la place hégémonique pour la zone euro, alors que les Britanniques ne font pas partie de la zone euro. Et l'un des moyens qu'ont eu les Anglais pour étendre leurs services financiers, notamment en Europe, c'est ce qu'on appelle le passeport financier, ce qui leur permet d'exercer des activités financières pleines, de vendre des produits financiers au sein de la zone euro, sans faire partie de la zone euro et à partir de Londres. Ça, bien entendu, ça va être remis en cause dans le cadre du nouveau contexte. Donc, l'activité la plus dynamique au Royaume-Uni, qui est l'activité de service, et au sein de l'activité de service financier, va nécessairement être impactée. On parlait de la City, dans le journal. Elle va être très affectée par ce qui se passe? Alors, je pense que la City va perdre une partie de ses activités qui étaient, je dirais, les activités de gestion de placement au sein de la zone euro, qui vont être d'une manière ou d'une autre rapatriées au niveau européen. Par contre, l'avance technologique de la City de Londres, elle ne va pas être perdue. Et Londres se rêve en une espèce de place offshore mondiale, une espèce de Hong Kong ou de Singapour mondiale, qui pourra continuer à dominer les marchés financiers, mais par la sophistication de ses techniques financières, plus que par la vente de produits financiers ordinaires. Mais est-ce qu'on est à la veille d'une crise économique européenne? Oui, bien entendu, c'est une déstabilisation majeure, ça sera une crise économique, mais je dirais même presque plus une crise politique et une crise géopolitique. Le fait que l'Union européenne se délite, le fait qu'une grande nation comme le Royaume-Uni cède à des penchants populistes et démagogiques et renonce à la société ouverte pour céder au nationalisme, le fait que la patrie de la démocratie représentative cède à des méthodes politiques comme le référendum avec les effets inattendus. Ça me semble plus important que les effets économiques parce que les effets économiques finissent par se résorber avec le temps. Oui, il va y avoir un impact financier, oui, il va y avoir un impact sur les taux de change, mais je dirais que c'est presque moins grave que la crise politique majeure et de la construction européenne et de l'identité même du Royaume-Uni qui risque d'éclater au passage. Il y a déjà des signes très importants. Par exemple, les Écossais disent qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, les Irlandais veulent se réunir, finalement la Grande-Bretagne peut éclater. Absolument. Vous imaginez la responsabilité historique qu'a prise Cameron d'appeler à ce référendum pour des raisons de politique intérieure, de lutte interne au Parti conservateur, risquer de mettre en cause l'intégrité et l'unité du Royaume-Uni. C'est ça à quoi on fait face. Non seulement la mise en cause du Royaume-Uni, mais une crise majeure pour l'Union européenne qui, encore une fois, est une crise économique, on va le voir dans les mois qui viennent, mais plus encore une crise politique et géopolitique. On revient à la crise financière. Je suis un petit épargnant aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que je fais?
De toute façon, si vous êtes un petit épargnant aujourd'hui, vous êtes dans le monde des taux zéro ou des taux négatifs. Bon, donc vous allez assister à une situation où les banques centrales vont intervenir pour essayer de tenir les marchés financiers, donc éviter que la livre ne s'effondre davantage, éviter l'effondrement des réseaux financiers, donc la finance interbancaire sera soutenue par la Banque centrale. Donc, à mon avis, la Banque centrale va maîtriser le processus avec des accords de swap entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale anglaise. C'est-à-dire d'échanges? D'échanges qui permettent la défense mutuelle de l'euro et de la livre. Donc, pour éviter que ça ne parte en vrille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va donner de la liquidité pour que les banques ne liquident pas les actifs britanniques dans la précipitation. Donc, ils disposeront de plus de liquidité. Donc, on va étaler dans le temps l'effet de la crise financière. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'apprécier les dégâts. Et les dégâts, ça va être la transformation des flux économiques qui existent aujourd'hui entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, avec des impacts sur le commerce extérieur, des impacts sur les taux de change. Donc, comme les petits épargnants auxquels vous faisiez référence ne jouent pas beaucoup sur le forex, c'est-à-dire sur les taux de change, à mon avis, ils ne risquent pas grand-chose. Mais par contre, ils rentrent dans une période d'instabilité financière avec une volatilité financière qui sera plus grande. Et pour le citoyen britannique, qu'est-ce que ça change? Pour le citoyen britannique, c'est une révolution. D'abord, on ne sait pas s'il restera un citoyen britannique au terme des processus référendaires qui risquent de reprendre, notamment avec l'Écosse. Le citoyen britannique va avoir une déstabilisation financière majeure et surtout, le citoyen britannique va avoir un impact sur son emploi. Si le citoyen britannique est employé dans des secteurs comme l'automobile dont je parlais tout à l'heure ou la finance, il risque d'avoir un impact direct sur son emploi. Quant à l'idée qu'il va toucher un chèque parce que les Européens vont lui rendre les 0,35% de PIB de leur cotisation, là, il se fait beaucoup d'illusions parce que cet argent sera rapidement perdu si, par exemple, le Royaume-Uni renégocie un accord commercial avec l'Europe. Si la livre sterling baisse, ça va être bon pour les exportations britanniques? Oui. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que le Royaume-Uni est un pays dont le commerce extérieur est de moins en moins un commerce extérieur de biens et de plus en plus un commerce extérieur de services qui sont moins sensibles à ces phénomènes de prix. Et puis surtout, en matière de biens, le Royaume-Uni est très largement déficitaire. Ça veut dire que le Royaume-Uni important beaucoup des biens qui sont indispensables à sa vie quotidienne, les prix anglais vont augmenter. On risque d'avoir un phénomène d'inflation lié aux importations, lié à la dévalorisation de la livre. Donc vous voyez, pour pouvoir bénéficier de la dévaluation de la livre, il faut avoir un appareil exportateur capable d'exporter. Or, le Royaume-Uni est très largement désindustrialisé. Est-ce qu'il peut y avoir un effet domino? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres pays tentés de quitter l'Europe? Ah oui, très certainement. C'est-à-dire, ce qui vient de se passer, c'est un immense tabou qui vient d'être aboli. Jusqu'à présent, on pensait qu'au bord du précipice, les peuples, les pays se ressaisissaient parce que notre intérêt commun de faire partie de l'Union européenne était plus important que les désagréments liés à la machine bureaucratique de Bruxelles, comme on dit. Mais là, avec la sortie d'un grand pays, qui de plus a pris le risque de son propre éclatement, on va voir des tentations émerger, aussi bien dans les pays d'Europe centrale et orientale qu'aux Pays-Bas et qu'ailleurs. Donc oui, le risque existe. Merci, Elie Cohen. Merci.